Alors, en fait, malgré le grand contexte de crise sanitaire, de pandémie Covid-19, le gouvernement et l'assistance publique Hôpitaux de Paris ont le projet de fusionner l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon pour faire un grand hôpital Nord. Sauf que dans le cadre de cette fusion, ça va entraîner 1000 suppressions d'emplois et la fermeture entre 300 et 500 lits. Donc c'est vraiment une casse de l'hôpital public inacceptable. C'est-à-dire que le gouvernement, malgré ses discours, continue ses plans de restructuration, qu'ils appellent restructuration de l'hôpital public, qui vise à faire des gros mastodontes, des gros hôpitaux, mais qui en fait conduisent à réduire la capacité d'accueil hospitalière. Et donc c'est un pur scandale. En plus, on ne sait pas dans cet hôpital, Grand Hôpital Nord, si ce sera juste l'AP-HP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui dépend du ministère de la Santé et la région, ou s'il y aura aussi un opérateur privé. Et il y a un précédent, par exemple, sur Paris. Moi, je me suis beaucoup impliquée contre la fermeture de l'Hôtel-Dieu et ils ont acté à l'Hôtel-Dieu une privatisation d'un tiers de l'hôpital Hôtel-Dieu entre l'assistance publique Hôpitaux de Paris et la ville de Paris. Hidalgo a approuvé également cela pour notamment accueillir des startups de santé. Il y a un hôpital, un restaurant gastronomique. Donc vraiment dans le contexte actuel où on voit que si la crise Covid est extrêmement violente, c'est aussi parce que pendant des années on a cassé l'hôpital public. Et ce gouvernement en fait ne renonce pas à ses politiques libérales à l'encontre de l'hôpital public. Et moi mon gros coup de gueule en tant que conseillère de Paris, c'est que la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle préside le conseil de surveillance de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et vendredi dernier, quand il y a eu un conseil de surveillance où a été exposé le projet de fusion Bichat-Beaujon pour le Grand Hôpital Nord, eh bien elle a approuvé le projet. Voilà, parce qu'il y a un rapprochement qui se fait en ce moment entre Martin Hirsch et Anne Hidalgo. Martin Hirsch qui a été nommé là par François Hollande lorsqu'il était président de la République. Donc vraiment, ces hypocrites libéraux qui cassent l'hôpital public est inacceptable. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous avez vu l'intervention de Macron hier soir. Macron a annoncé qu'il allait réouvrir 10 000 lits de réanimation. Bon, tant mieux, c'est important, il faut le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment du premier confinement et du pic de la crise, 12 000 lits en réanimation avaient été réouverts. C'est-à-dire qu'il y avait du personnel qui avait commencé à être formé sur les lits de réanimation. Mais pendant l'été, ils ont fermé ces lits de réanimation créés. Donc on recommence tout à zéro. Donc là, la bataille sur la création des 10 000 lits de réanimation, c'est qu'ils soient pérennes. Parce que maintenant, ça suffit de faire des bricolages quand on est au top de la crise pour ensuite tout repartir à zéro et recasser ce qui a été fait. Voilà, il faut défendre notre santé. Et ce qui est le plus dangereux pour notre santé en ce moment, c'est les politiques libérales qui continuent à casser l'hôpital public. Le contexte par rapport à notre établissement, c'est le projet Hôpital Nord, puisque dans ce projet-là, il est donc indiqué la fusion de deux établissements, qui sont mon établissement, l'hôpital Beaujon et l'hôpital Bichat, dans une seule structure. Donc nous nous opposons à ce projet depuis le début, depuis 2013, quand ce projet a été mis en discussion. Là, on voit que les choses s'accélèrent et donc on réintervient dans le cadre d'une campagne contre la fermeture de ces deux établissements, en rappelant que par exemple pour l'hôpital Beaujon, c'est un bassin de vie de plus de 600 000 habitants autour de cette structure hospitalière, et que dans la perspective de la fermeture de cet établissement, c'est 400 lits qui sont actuellement sur l'hôpital Beaujon ouverts, et que c'est dans le projet qui nous est proposé, ces 400 lits disparaîtraient. Donc, sur ce principe-là, on dit que ce n'est pas possible dans le contexte actuel, le contexte d'une crise sanitaire, de pouvoir imaginer même la suppression d'un seul lit. Donc nous, on est rentré dans la constitution d'un comité de défense sur l'hôpital Beaujon pour dénoncer cette situation, pour appeler l'ensemble de la population, à la fois aux environs et dans les communes limitrophes de l'hôpital Beaujon, pour soutenir les personnels, puisque derrière la constitution de ce comité de défense, c'est les personnels de l'hôpital Beaujon qui se sont unis derrière la revendication d'aller contre la fermeture de l'hôpital Beaujon. Donc on intervient aujourd'hui puisque le comité de défense s'étant constitué, le premier comité de défense étant constitué sur Beaujon, on suit l'initiative d'un comité qui regroupe les deux établissements sur la même revendication, c'est-à-dire l'arrêt du projet Hôpital Nord,
et donc le maintien et la rénovation des 2 établissements qui sont Bichat à Beaujon. Donc voilà. Et donc on appelle nous, le syndicat CGT de l'hôpital Beaujon, à constituer une délégation pour rencontrer le ministre de la Santé et pour le rendre globalement responsable. S'il poursuit le projet, donc s'il donne quitus au directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris de continuer le projet, et on va lui rappeler qu'il prendra donc la responsabilité de ce qui pourrait arriver en termes sanitaires, c'est-à-dire demain, l'action criminelle du maintien de ce projet, c'est les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, multipliées, puisqu'il y aura encore moins de lits pour prendre en charge une population encore plus importante. On rappelle juste que les 2 services d'urgence qui sont Bichat et Beaujon font plus de 110 000 passages annuels. Et donc quand on a 110 000 passages, il faut des lits pour pouvoir coucher les patients quand ils sollicitent leurs besoins au niveau des urgences. Et que dans un projet de méga structure, on n'a pas à l'échelle nationale une structure en capacité de pouvoir recevoir plus de 110 000 passages sur un seul établissement. Ça n'existe pas, ni sur le territoire national, ni sur le territoire européen, où il y a peut-être une ville en Allemagne, je crois que c'est Cologne, mais je ne suis même pas sûr. Donc voilà, donc on dit que c'est une aberration. On sait que ces projets-là, on a eu l'expérience avec l'HEGP, on a plein de problèmes sur l'HEGP depuis que cet établissement s'est construit sur la fermeture de 3 établissements qui étaient Boussicot, Brousset et l'ANEC. On a aujourd'hui le recul nécessaire pour dire qu'aujourd'hui il faut abandonner le principe des mégastructures, il faut revenir à des hôpitaux de proximité. Et donc voilà, c'est notre combat et on va continuer à le mener. Nous ferons bientôt une assemblée générale des personnels pour constituer avec le comité de sauvegarde, enfin le comité de défense de Bichat à Beaujon, cette délégation qui ira crier sa colère devant le ministre de la Santé. Aujourd'hui, le risque de faire une méga structure, est-ce que c'est justement de perdre ses connaissances, de perdre ses facultés en plus, ses talents en plus? Bien sûr. Alors dans le cadre des regroupements hospitaliers, dans le cadre de ce qui a été donc les différentes lois portées par les différents ministères de la Santé depuis la loi Bachelot, l'idée c'est d'éviter les doublons, ce qu'ils annoncent comme ça, mais c'est de diminuer globalement l'offre de soins puisqu'on regroupe sur un établissement l'activité qui a été donc discutée ou négociée dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. Le danger, c'est que par exemple, vous citiez l'exemple d'Henri Mandor, c'est de voir disparaître une spécialité parce que dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, il n'y aurait plus qu'un établissement qui prendra en charge cette activité. Nous, on n'est pas pour ce type de projet. Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien des activités, de l'ensemble des activités. Nous, on a eu la problématique à l'époque sur l'hôpital Beaujon. On avait un service de psychiatrie qui fonctionnait très très bien. On pouvait prendre en charge les urgences psychiatriques sur le bassin de vie qui était le nôtre. Ça a commencé par les schémas régionaux d'organisation sanitaire et sociale où on a décidé du jour au lendemain de déplacer l'activité sur l'hôpital de Moisselles. Imaginez-vous les conséquences pour l'ensemble de la population clichoise qui était pris en charge dans ce service de psychiatrie à Beaujon où on avait un service dédié à la psychiatrie à la fois en long séjour et à la fois en hôpital de jour. Donc voilà, on est aujourd'hui dans la résultante de 30 ans d'aberration de politique de santé dans ce pays. Et donc on dénonce bien sûr, quand il y a regroupement des établissements, on dénonce bien sûr le fait que on regroupe une activité qui est censée rayonner sur un territoire qui est tellement énorme. Alors on n'est pas encore au niveau de ce qui se passe en province, mais bon, on a bien vu ce qui s'est passé en province quand il y a eu des fermetures de maternité, quand il y a eu des fermetures de blocs opératoires. Nous, on est contre ce principe-là. La proximité, c'est quand même la donnée essentielle du soin, et donc un établissement de proximité, c'est ce qu'il faut partout. Voilà. Oui, vous citiez effectivement la province, on le voit là-bas, parfois des hôpitaux sont fermés, notamment des trajets pour les malades qui sont de plus en plus longs. Parfois, ça coûte la vie. Est-ce que justement, il y a moyen de comprendre pourquoi, en 30 ans, on est passé, on va dire, d'un service hospitalier, on va dire quand même à la hauteur de ce que l'on demande en service public, à un service low cost peut-être? De toute façon, on est sur des raisons économiques. On nous impose ça depuis 30 ans. La fermeture de lits, elle est claire. Derrière la fermeture de lits, c'est la suppression des personnels qui sont autour du soin. Et donc, leur seule logique, c'est pour ça qu'on dit que l'objectif de ces fusions, elles n'ont pas
elles ne répondent pas aux besoins de la population, elles ne répondent simplement qu'à une donnée économique, c'est la suppression des postes d'agents qui sont concernés par le soin autour des patients. Donc fermeture de lits automatiquement entraîne la suppression de postes dans le secteur de santé. Et on l'a vu avec l'ensemble des lits qui ont fermé depuis 30 ans. On a vu que ça a été accompagné bien sûr de suppression de postes. L'AP en est un exemple. En l'espace de quelques années, on a eu pratiquement, depuis l'arrivée de ce nouveau directeur général, on a eu plus de 1000 postes de supprimés, c'est ça la réalité. Sur notre établissement, par exemple, on a eu nos élections professionnelles en 2018, on a pu voir le nombre de personnes. Vous savez, à chaque élection professionnelle, on a les listes de l'ensemble des agents pouvant participer aux élections professionnelles. Et on a bien vu que les listes qui nous avaient été présentées, le nombre d'agents qu'on avait perdu sur l'établissement, qui équivaut en l'espace de 4 ans à plus de 160 postes. C'est ça la réalité qu'il y a derrière l'objectif de fusion. C'est simplement réduire la masse salariale, comme dans beaucoup d'entreprises du secteur privé, où quand il faut faire des économies, les premiers à en subir les conséquences, c'est les salariés. Dans la fonction publique, c'est la même chose. Et là, il y a une double conséquence. Et à la fois, il y a les professionnels qui en subissent, qui subissent ces conséquences, mais il y a aussi derrière la population, parce que moins de personnes auprès du patient et donc en proximité des patients, c'est une diminution aussi des perspectives d'offres de soins qui étaient quand même, il y a 30 ans, autre chose que ce qu'on nous a proposé en associant les différentes réformes dans la santé que nous subissons depuis 30 ans. Donc voilà, et ça concerne tous les gouvernements. On a eu donc la première ouverture à cette logique un peu d'économie, donc d'imposer les économies dans les structures de santé publique avec Bachelot. Mais cette politique a été continuée après par les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc que ce soit Sarkozy, Hollande ou actuellement Macron, on est sur la même stratégie et c'est pour ça qu'on dit et qu'on dénonce cette politique économique qui nous est imposée et qui entraîne aussi des conséquences pour la population. Je pense qu'on est tous à se battre aujourd'hui ensemble pour dire oui, on ne veut pas enjamber demain les cadavres dans les rues parce que c'est la réalité. On l'a vu dans le cadre de cette épidémie. Si on avait eu des lits, la population aurait moins subi en termes de décès. On l'a vu pour la prise en charge. Quand on a, dans un pays qui est la 6e puissance économique mondiale, des questionnements aujourd'hui, et je ne sais pas si vous avez entendu des déclarations, mais aujourd'hui, le directeur général de la PHP propose d'installer 40 lits, entre 20 et 40 lits, dans le réfectoire de la Salpêtrière, alors qu'on a un établissement à l'Hôtel-Dieu qui a à la fois les fluides médicaux nécessaires et à la fois les places et les lits pour pouvoir armer au moins 100 lits d'hospitalisation. Le choix qui est fait aujourd'hui, c'est le précaire, parce que derrière, vous savez, on va se parler clairement, c'est que si on laisse, si Martin Hirsch acceptait de réimplanter 100 lits au centre de Paris, il aurait beaucoup plus de difficultés que si là il met entre 20 et 40 lits dans un réfectoire. Comme c'est du provisoire, on pourra de fait après la crise éliminer ces lits. Nous on exige la réouverture de l'Hôtel-Dieu, donc on s'était battu à l'époque contre sa fermeture. Et puis on accuse aussi la mairie de Paris qui aujourd'hui accompagne l'ensemble des projets de Martin Hirsch, puisque la semaine dernière, dans le cadre du conseil de surveillance, elle a encore donné quitus à Martin Hirsch pour la fusion des deux établissements. Donc nous allons continuer ce combat et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Aujourd'hui, c'est juste une étape supplémentaire. On a déjà fait un rassemblement devant l'hôpital Beaujon le 11 février. Les personnels sont derrière. Nous, on a plus de 500 signatures. On a plus de 500 signatures de personnel de l'hôpital Beaujon sur 1700 personnes qui sont derrière la revendication juste de maintien et de la rénovation des deux établissements. Donc on continuera ce combat avec les personnels pour faire reculer à la fois Martin Hirsch mais aussi le ministre Véran qui aujourd'hui, dans le cadre, vous savez, on a une particularité à la PHP. C'est le ministre de la Santé qui nomme le directeur général de la PHP. Donc à ce titre-là, ils sont tous les deux responsables. Le directeur général de la paix et le ministre de la Santé. Et c'est pour ça qu'on appelle à cette délégation. Elle a de fait accepté le principe de voir la fermeture de 2 établissements de santé dans un contexte de crise sanitaire, ce qui est quelque chose de complètement incroyable. Qui pourrait imaginer aujourd'hui fermer même qu'un seul lit? Alors là, quand on parle de fermeture d'hôpitaux, c'est encore pire. Je ne comprends pas aujourd'hui que cette position ne soit pas plus dénoncée. Nous, on la dénonce depuis un certain temps. Voilà, on espère que maintenant, ça va suffisamment éclairer la conscience des patients et des usagers du secteur public de santé qu'est le nôtre. Ce qu'elle montre dans sa prise de position au niveau
du conseil de surveillance, parce qu'elle est présidente du conseil de surveillance, dans le cadre du conseil de surveillance, elle montre une position claire, c'est le soutien à ce projet-là. Donc elle sera autant responsable dans l'avenir, et je dis qu'en déclaration on dit que l'avenir jugera ses responsables. Oui, l'avenir jugera ses responsables quand on aura à subir d'autres crises sanitaires. De toute façon, on en subira d'autres, et on sait qu'aujourd'hui le besoin primordial, c'est le maintien des lits. Donc aller contre toutes les fermetures de lits, à l'échelle de l'Île-de-France, mais à l'échelle globale et nationale, c'est aussi la perspective qui est proposée, et pas seulement par les syndicats qui sont présents aujourd'hui, mais je pense que la population, elle a tout intérêt à participer à la défense de son secteur public de santé. Nous allons communiquer et faire une initiative itinérante pour dire à la population que quand on dit que cet établissement est vétuste, il n'est pas vétuste. On a un service qu'on a réussi par le combat à maintenir, qui est la maternité. Elle a été rénovée du sol au plafond, donc on ne peut pas dire que cet établissement est vétuste. Et donc on va inviter la population par la communication qu'on va établir, notamment par rapport à ces services, à prendre conscience que cet établissement n'est pas vétuste. Et puis il y a un exemple aux États-Unis. C'est pas mon habitude de citer un pays comme les États-Unis, mais on a un établissement qui a été rénové du sol au plafond et qui est une copie conforme de l'hôpital Beaujon. Donc si les Américains sont en capacité de rénover un établissement et d'en faire un établissement moderne, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en capacité de le faire à Clichy-la-Garenne, surtout quand on est la 6e puissance économique. On exprime notre colère parce qu'on voit bien que une des difficultés aujourd'hui, c'est la capacité de l'hôpital à gérer un flux de malades atteints par la Covid-19 qui est important certes, mais qui n'a rien de catastrophique, et de pouvoir continuer à s'occuper des autres malades qui sont quand même majoritaires, qui ont des programmes et ce qui risque d'avoir des conséquences sur leur état de santé catastrophiques. Donc ce que l'on conteste, c'est toutes les opérations qui sont en cours, on nous parle de restructuration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique de restructuration des libéraux qui nous gouvernent, c'est que 1 + 1 fait toujours moins que 2. Donc quand on restructure et qu'avec 2 hôpitaux on en fait un, eh bien on supprime des lits. C'est l'opération Bichat-Beaujon avec la construction d'un hôpital à Saint-Ouen et la disparition de quasiment 400 lits, sans compter les lits qu'ont perdu ces hôpitaux depuis maintenant quelques années. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les hôpitaux cathédrales monstrueux avec des centaines de lits, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut des hôpitaux de taille humaine, de proximité, parce que la population vieillit. Et donc, on a besoin, oui, de centres avec des services spécialisés, vous voyez, qui font des greffes, de la prise en charge de l'infarctus aigu, mais on a besoin aussi d'hôpitaux de proximité avec des services qu'on appelle les services de médecine, parce qu'aujourd'hui, les besoins du 21e siècle ne sont pas ceux du 20e siècle. Les malades, aujourd'hui, sont des personnes de plus de 50 ans, atteintes de maladies chroniques, le cœur, le poumon, le diabète, etc. Et quand ils ont besoin d'être hospitalisés, ils ont besoin d'être hospitalisés dans un lit de médecine polyvalente. Et donc, ces lits de médecine polyvalente, on a besoin d'en créer aujourd'hui, parce que quand vous arrivez dans un hôpital comme celui-là, moi je suis urgentiste, le patient arrive aux urgences. Alors il a le cœur qui ne va pas bien, les poumons qui ne vont pas bien, et puis aussi le problème de diabète et des problèmes ostéo-articulaires. Mais donc le rhumatologue n'en veut pas, le pneumologue n'en veut pas, le cardiologue n'en veut pas, le diabétologue n'en veut pas. Donc il y a un problème. Donc il faut aussi rénover l'hôpital et qui corresponde à ces besoins qui sont nouveaux. Ce qu'on appelle les patients polypathologiques de plus de 50 ans qui sont majoritaires. Et donc on a besoin de plus de lits d'hôpitaux aujourd'hui et non pas de moins de lits d'hôpitaux, et surtout des hôpitaux de taille humaine, donc des opérations pharaoniques comme celle de l'hôpital Nord. On avait déjà eu celle de l'HEGP, à l'hôpital Georges Pompidou dans le sud parisien, qui s'est avérée une catastrophe en termes de qualité de prise en charge des patients. Et je connais bien cet hôpital puisque j'étais étudiant à la faculté de médecine de Necker, dans des hôpitaux qui ont été fermés pour créer l'hôpital Georges Pompidou. Donc vous voyez, donc il y avait l'hôpital Boussicot, l'hôpital Laennec. Donc ces opérations, c'est des opérations du XXe siècle, passéistes, que nos gouvernants veulent poursuivre. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est de diminuer la voilure de l'hôpital public, c'est de fermer des lits. Et dans une grande métropole comme Paris, nous avons... la métropole parisienne est une exception au niveau mondial. C'est la seule métropole où il n'y a pas de secteur d'hospitalisation privé lucratif en cœur d'agglomération, parce que nous avons un service public qui s'appelle l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Si on diminue les moyens de l'assistance publique, eh bien on laissera la place à du secteur privé
pour les riches parisiens, et y compris en important du malade à gros portefeuille dans nos services au détriment de la population parisienne et de l'Île-de-France. Donc cette logique-là, on n'en veut pas. Il suffit de regarder des propos de Martin Hirsch dans Les Échos, où il expliquait il y a 2-3 ans qu'il fallait que l'assistance publique se positionne sur le marché des malades étrangers qui ne pouvaient pas bénéficier dans leur pays de l'excellence des hôpitaux que l'on a en France, et que ces gens-là qui étaient en capacité de payer, valait mieux qu'ils viennent en France plutôt qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Voilà la logique des gens qui justifient ces opérations. Pour la HEGP, c'est que quand vous réunissez plusieurs hôpitaux et que vous réduisez le nombre de lits, vous réduisez les effectifs. Et donc ça se traduit par une guerre entre médecins, une guerre entre professeurs, et ça se traduit, cette guerre entre professeurs, par le suicide d'un professeur il y a quelques années, qui a été fortement médiatisé, parce qu'il y avait une guerre entre médecins, et que ce médecin a été harcelé, il s'est suicidé sur son lieu de travail. Il revenait de congé de maladie, il est allé dans son bureau, et il s'est défenestré. Donc voilà, ces restructurations, c'est mortifère pour le personnel. Surtout quand on supprime des lits et que donc il n'y a pas de la place pour tout le monde alors que les besoins sont là. En ce qui concerne l'Hôtel-Dieu, l'Hôtel-Dieu, qu'est-ce que vous voulez? C'est une opération immobilière qui est organisée par l'assistance publique et la ville de Paris et par Madame Hidalgo, puisqu'à la place de l'Hôtel-Dieu, enfin en tout cas la partie noble de l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire la partie du bâtiment qui donne sur le parvis de Notre-Dame, il est prévu d'en faire une galerie commerciale de luxe et un restaurant étoilé. Voilà. Alors que cet hôpital est idéalement situé dans le centre de Paris, il y a des transports en commun qui permettent que tout le monde puisse venir de toute l'Île-de-France. C'était d'ailleurs le centre de référence d'ophtalmologie qui a été démantelé. Donc voilà, ils l'ont transféré à Cochin, mais ils ont fait un service à Cochin en regroupant 3 services d'ophtalmo à Paris, celui de l'Hôtel-Dieu, celui de la Ribosière et celui de Cochin. Voilà. Donc c'est une perte de l'offre de soins, et on a besoin d'une offre de soins de proximité. Oui, qu'il y ait quelques services hyper spécialisés, on n'a pas besoin de faire de la greffe cardiaque partout en France, vous voyez. Mais par contre, l'ophtalmologie, qu'en vieillissant, on a tous des problèmes d'yeux. Voilà, donc on a besoin de plus d'ophtalmologie publique, parce que quand on restructure l'ophtalmologie publique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reste le privé, mais avec des passements d'honoraires, et avec des gens qui ne peuvent plus se faire soigner. Parce que si vous voulez avoir un rendez-vous d'ophtalmo dans un délai raisonnable à Paris, eh bien c'est avec des passements d'honoraires. Si vous voulez voir un gynéco à Paris, en particulier pour les jeunes étudiantes, à 80 € la consultation, quand vous êtes étudiant, c'est pas possible d'aller voir le gynéco. Je peux vous le dire, ma femme est gynécologue en secteur 1, dans un centre de santé, et elle voit ces gens-là, qui heureusement qu'il reste encore des médecins qui sont en secteur 1, et en plus dans un centre de santé, vous n'avez pas besoin de faire l'avance, c'est du 100% sécu, parce qu'autrement les gens ne se soignent pas. Voilà, si la médecine n'est pas une marchandise et ça ne peut pas être géré comme le marché, c'est un service public, et un service public, eh bien, ça doit répondre aux besoins de la population, et ce n'est pas aux médecins et à la technostructure médico-administrative de décider quels sont les besoins de la population. C'est aux citoyens de décider. C'est la raison pour laquelle on a créé ce comité de défense, pour associer les citoyens avec des soignants et dire à M. Hirsch, à M. Macron, ça suffit les fermetures de lits. On veut là, et il y a la crise Covid qui nous le montre, on veut un moratoire sur tous les projets de restructuration, et qu'il y ait un vrai débat public sur les besoins hospitaliers. Et c'est aux citoyens, avec leurs représentants légitimes que sont les élus de proximité, de décider ce qui est bon pour eux, et non pas un certain nombre de professeurs de médecine et à des gens comme M. Hirsch qui pensent avant tout à ses ambitions personnelles qu'à gérer le plus grand hôpital d'Europe qui s'appelle l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Et le terme assistance publique a une importance, assistance publique. Voilà, on est là pour porter assistance au public. Madame Hidalgo n'a pas de valeur, elle n'est pas capable de défendre le service public. Elle est présidente de la commission de surveillance de l'assistance publique, et elle a validé toutes ces opérations. L'opération Bichat-Beaujon, l'opération de l'Hôtel-Dieu, l'opération concernant l'hôpital Jean Verdier dans mon département qu'on est en train de fermer, et l'opération de l'hôpital de Garches, qui est aussi une opération immobilière, puisque l'hôpital de Garches... Vous pouvez nous en dire plus sur Raymond Poincaré? Eh ben oui, sur Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, c'est un hôpital de réputation mondiale sur la prise en charge du handicap. Il y a plusieurs services de réanimation. C'est l'hôpital où il y a le seul caisson hyperbare de l'Île-de-France. Le caisson hyperbare, c'est pour soigner les gens qui sont intoxiqués au monoxyde de carbone, un certain nombre de plaies, etc. Eh bien, l'hôpital de Garches, il jouxte Marne-la-Coquette, et à vol d'oiseau, vous aviez l'ancienne maison de Johnny Hallyday.
Donc vous voyez l'opération immobilière qu'on peut faire sur ces terrains. Donc on va fermer l'hôpital pour faire une opération immobilière dans un des quartiers les plus chics de l'Île-de-France. Concrètement, est-ce qu'on pourrait dire depuis 30 ans, il y a des fermetures de lits? Aujourd'hui, est-ce que la crise de la Covid-19 ne serait-elle pas moins grave si on avait eu tous ces lits aujourd'hui à disposition? Bien sûr, vous savez, là, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a 10 jours, la Cour des comptes a publié un rapport disant qu'on n'avait pas ouvert assez de lits de réanimation ces 20 dernières années en France. Alors que la Cour des comptes, qui n'est pas considérée comme une Madame Plus, hein, c'est plutôt une Madame Moins en général, donne raison à la CGT, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc effectivement, si on avait eu un taux d'équipement en lit de réanimation équivalent à ce qui existe en Allemagne, oui, il y aurait une tension dans les hôpitaux, mais il n'y aurait pas de crise qui justifie, soi-disant, les mesures de restriction dit confinement. Hein, voilà. Et alors, vous me l'avez dit en off tout à l'heure, vous êtes originaire du 93. Donc vous êtes aussi pas mal sur le terrain, dans les hôpitaux. J'aimerais savoir quelle est la situation réelle de saturation dans les hôpitaux du 93 aujourd'hui actuellement. Quel est le vrai état de saturation des hôpitaux et quelles sont les pathologies qu'on y retrouve? Les hôpitaux de Seine-Saint-Denis sont saturés depuis maintenant plus d'un mois pour une raison très simple. Vous savez, on a une population déclarée de 1 650 000 habitants. Population réelle d'au moins 1,8 million. Il y a ceux qui n'existent pas, ceux qu'on appelle la population grise, mais ils sont quand même là. Et heureusement qu'il y a l'hôpital pour les prendre en charge quand ils ont des problèmes de santé. Et nous n'avons que 100 lits de réanimation pour 1 800 000 habitants. C'est ça le scandale. Et M. Hirsch veut fermer un des hôpitaux du département, qui est l'hôpital Jean Verdier, qui jouxte la cité de Bondy-Nord, où il y a des gens comme vous qui font un peu des médias un peu dynamiques, Bondy Blog. C'est une des cités les plus pauvres de France et on veut fermer cet hôpital. C'est un véritable scandale. Voilà, donc oui, la situation est très tendue pour une raison très simple, c'est qu'on cumule les handicaps. Nous sommes le département où il y a le moins de médecins généralistes installés rapportés à la population, le moins d'hôpitaux, le moins de lits de réanimation, donc forcément la situation est tendue. Mais ça fait des années que l'on dénonce cette situation parce que ça, c'est le service public hospitalier, mais c'est aussi la poste, c'est tous les services publics qui sont déficients en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, quand dans une ville comme Saint-Denis, plus de 110 000 habitants, quand vous regardez le nombre de bureaux de poste par rapport à Versailles qui a le même nombre d'habitants, il n'y a pas photo. Hein. Il y a plus de services publics à Versailles que dans une ville comme Saint-Denis à population équivalente. Donc on voit bien que la logique des gens qui nous dirigent depuis le tournant de la rigueur, c'est-à-dire les années 80, c'est la casse des services publics. Et c'est la casse des services publics, en particulier pour les populations les plus défavorisées. Voilà, donc c'est une vraie lutte des classes. L'erreur a été de les fermer. Voilà, on a besoin de ces 10 000 lits aujourd'hui. Et pour les rouvrir, ce qui est catastrophique, c'est qu'on va être obligé de déprogrammer massivement des patients. Donc des patients qui vont avoir un retard à la prise en charge, au diagnostic de leur cancer, au suivi de leur pathologie cardiaque. Donc une surmortalité, parce que l'hôpital aujourd'hui n'est pas en capacité à la fois d'ouvrir 10 000 lits de réanimation et de prendre en charge correctement le reste de la population sur les pathologies non Covid. C'est possible, mais ce sera ça sera au détriment des malades non Covid. Voilà, bien sûr que c'est possible. On va pas... mes chers collègues, là, professeurs de médecine, qui ont publié une tribune dans le journal du dimanche, ce sont des vrais Ponce Pilate. Ils sont responsables de la situation de l'hôpital aujourd'hui. Ils ont validé toutes les opérations de restructuration. Et pour se dédouaner, ils disent on va être obligé de trier les malades. D'une part, c'est honteux au niveau politique, au sens noble du terme de la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et c'est honteux en tant que médecin, parce qu'ils savent très bien que dans la situation que l'on connaît, où la population est angoissée, stressée, en rajouter, eh bien, c'est créer une situation qui va aggraver l'état de santé de la population. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai dit tout à l'heure. Le week-end dernier, j'étais de garde et j'ai eu à prendre en charge plus de personnes qui faisaient des infarctus. Et la première cause, un des facteurs déclencheurs d'infarctus, c'est le stress, un stress majeur. Plus de gens qui faisaient des infarctus que les gens qui étaient atteints de la Covid. Voilà. Donc à un moment donné, ça suffit. Ces gens-là, je ne peux plus les supporter. Et donc après la crise, il faudra qu'on fasse le ménage.